laisser la parole à Vincent Haetz pour qu'il puisse se présenter et surtout présenter sa structure éditoriale. Donc oui, bonjour. Donc je suis Vincent Haetz-Etchebert. Donc j'ai créé une maison d'édition au Pays Basque qui s'appelle Kilika. Pour la petite histoire, Kilika, en basque, ça veut dire chatouille. Voilà, donc chatouille en basque, ça peut avoir plusieurs sens. Et évidemment, c'est là, il faut le voir dans le sens aller chercher, titiller, la curiosité, etc. Voilà, c'est plutôt ces termes-là. Donc la maison d'édition a été créée en 2015. C'est donc une maison d'édition régionaliste. On édite des livres sur le Pays Basque, sur les Landes et prochainement sur la Gironde. Mais bon, c'est vrai qu'on est très ancré sur le territoire, sur le Pays Basque, et on édite 5 livres par an pour l'instant. Voilà, qui sont plutôt donc des beaux livres type, en rapport bien sûr avec le patrimoine et à l'ancrage local du Pays Basque. On va passer la parole à Xavier Rozan, d'édition Le Festin. Oui, bien le Festin, d'abord c'est une revue trimestrielle qui existe depuis 1989, donc dont on fête les 30 ans d'existence cette année, qui est une revue donc, qui traite des patrimoines sous toutes leurs formes sur la région. Donc on a d'abord commencé en Aquitaine et désormais en Nouvelle-Aquitaine. À côté de ça, il y a un programme de hors-série qui existe, notamment à travers une formule qui s'appelle En 101 sites et monuments, qui marche très bien. Donc là, on est sur le domaine de la presse. Et on a développé, depuis 1992, un programme éditorial qui est dans le prolongement de ce qu'on fait avec la revue. Donc des livres, des catalogues, des albums, des ouvrages d'art, des guides aussi touristiques, dans l'idée à la fois de diffuser des connaissances éprouvées, scientifiques auprès du grand public, de ceux qui vivent dans la région, et puis de faire connaître justement ces patrimoines, de permettre une circulation à travers la découverte intellectuelle, la lecture, mais entraîner une découverte physique. Voilà. C'est pour ça qu'on a des aspects aussi qui sont liés au tourisme. Robin. Bonjour. Donc, je suis le directeur éditorial de la maison Geste, au féminin, la Geste, puisque nous enseignons, nous, à l'idée d'un peuple dont on raconte l'histoire. C'est une Geste née en 68 par une association culturelle qui est toujours notre propriétaire, du reste. Et aujourd'hui, nous sommes 32 personnes, puisque nous réunissons les métiers d'édition, dont je suis le directeur, de diffusion, de distribution et de librairie, puisque nous avons créé avec le cours du temps 2 librairies indépendantes à Niort, puisque nous sommes installés en sud de Sèvres. Voilà. Nous publions 300 ouvrages par an et nous avons fondé avec le temps 7 labels, 3 diffuseurs, Albin Michel d'Ilisco, Interforum Editis et puis Geste pour le local, pour la région. Et donc nous nous attachons en région à diffuser des ouvrages, à produire des ouvrages sur le patrimoine humain, ça nous est très important. L'ethnographie, la sociologie, et puis le patrimoine architectural, puisque nous avons publié pendant 15 ans les publications du service de l'inventaire de l'ex-région Poitou-Charentes. Et puis, on a développé aujourd'hui des collections sur l'architecture, le balnéaire, notamment sur le Pays Basque, sur la côte charentaise, sur la Gironde. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un ensemble de 3000 titres au catalogue que nous faisons exister chaque jour. Enfin, Jean-Marc. Jean-Marc Ferrer, je dirige la maison d'édition Les Ardents Éditeurs, qui est née il y a maintenant 12 ans. Ici, quelques semaines avant la foire de Brive, il y a 12 ans. C'est un très bel anniversaire aussi pour nous. C'est une maison qui est basée à Limoges, qui a travaillé par sphère autour de 4 thématiques, qui sont essentiellement les beaux livres, les livres d'art, les grandes rencontres que cette ex-région, le Limousin, a pu avoir avec l'histoire de l'art. Le patrimoine, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, rentrer peut-être plus dans le détail. On a au catalogue à peu près 110 livres désormais. On a une production entre 7 à 10 titres selon les années, avec une spécialité sur les 3 ex-départements, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze, qui ont constitué depuis 1972 l'ex-Limousin. Puis désormais des collections qui s'étoffent et où on a de la demande sur d'autres régions, puisqu'ils entrent dans des formes de collections. Et on ne se prive pas effectivement maintenant de s'ouvrir à d'autres de notre région
qui nous demandent en fait de rentrer dans les collections. Très bien, merci. Je vais aussi me présenter. Donc, je suis Jean-Marc Robert. Je suis chargé de mission économie du livre au sein de l'agence Alka sur le site de Bordeaux. Et nous avons également des bureaux sur Poitiers, Limoges et Angoulême. Alors, l'agence Alka, c'est Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel. Et on est chargé de mettre en place les politiques du livre en faveur du Conseil régional et de la Direction régionale des affaires culturelles. Alors, essentiellement, dans mon nom, il y a économie du livre. Donc, on va parler essentiellement d'économie aujourd'hui. Donc, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, à savoir déjà comment, c'est peut-être une question, parce que là, on a 4 éditeurs qui sont dans des phases de développement très différentes, puisqu'on a des éditeurs qui ont des catalogues très étoffés, avec des nombres de publications qui sont très importants, et d'autres qui sont sur des phases de développement. Donc on va voir tout au long de cette discussion que les choses se montent aussi petit à petit, qu'il y a des systèmes de diffusion qui sont différents. Et je vais commencer par toi, Vincent, nous expliquer, puisque dans ton parcours, tu étais tu as travaillé dans une structure qui avait une partie édition, tu faisais des livres, mais tu n'étais pas prédestiné à toi-même monter une maison, une structure éditoriale. Et c'est le cas depuis peu. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le déclic et qu'est-ce qui a fait que tu as mûri ce projet ? Bon, j'ai envie de dire, il y a un mot passion, la passion du métier du livre, c'est évident, et la passion du territoire. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 20 ans dans une autre maison d'édition qu'on peut nommer, qui s'appelait Atlantica, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, j'étais sur le côté plutôt technique de l'ouvrage, je ne connaissais effectivement pas du tout la partie économique du livre finalement. Voilà, donc il y a 7 ans, j'ai créé une entreprise, un studio d'édition dont je conçois des magazines et des livres pour d'autres maisons d'édition d'ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, en répondant à un appel d'offres, en fait, il y a une petite histoire par rapport à ça. J'ai répondu à un appel d'offres pour fabriquer un livre, qui est d'ailleurs ici. En fait, voilà, c'était le premier ouvrage que j'ai édité, puisqu'à l'origine, je ne devais pas en être l'éditeur, puisque la maison d'édition n'existait pas. Et ayant travaillé, ayant ça dans la tête depuis un certain nombre d'années, je me suis dit, mais c'est quand même peut-être l'occasion de le faire. Donc, en fait, quand vous commencez l'édition, il y a une chose que je me suis dit, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Hein. Il faut y aller, il faut foncer et marcher avec la passion. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je ne le regrette pas. Le livre est sorti, il a connu un certain succès. Et à partir de ce livre-là, c'est enchaîné toute une autre série d'ouvrages avec les auteurs qui nous ont contactés, évidemment, suite au succès de ce livre-là. Donc, c'est vrai que on base, donc je parle de passion parce qu'il y a la passion du territoire, c'est important, on est ancré au Pays Basque, c'est une forte identité culturelle et patrimoniale, le Pays Basque. Voilà, donc on aime la région, bien sûr. C'est le nombre c'est tout ce que pouvait attirer, proposer la région, que ce soit tous ces éléments patrimoniaux qui ont été vraiment un déclic. Si tu avais été dans une autre région, ça ne se serait pas produit? Oui, je pense. Alors, toutes les régions ont leur spécificité, bien sûr, mais de fait, on sait très bien, en France, il y a quand même des régions comme la Bretagne, comme la Corse, comme le Pays Basque, qui ont fait l'objet parfois de luttes, donc qui ont cette identité très ancrée. Et je reste persuadé que si aujourd'hui, on peut dire qu'on y est un petit peu arrivé à pérenniser cette maison d'édition, et si on y est arrivé, je pense que c'est essentiellement grâce à la richesse du territoire. La richesse, d'abord, il y a une certaine économie sur le territoire, il y a un fort aspect touristique, puisque nos livres patrimoniaux sont beaucoup vendus dans le secteur du tourisme. Voilà, donc c'est clair que la région a été un plus pour nous, c'est un avantage. Voilà. Après, j'aime bien dire aussi que les livres que l'on édite sont toujours des livres de recherche, c'est-à-dire un beau livre régional et autour du patrimoine, c'est aussi un livre de contenu. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est souvent issu de recherches qui sont soit des recherches de gens spécialisés, comme le livre sur l'architecture ici. Donc là, ça veut dire que quand tu dis tu recherches quand tu as une idée sur un lieu, par exemple à la Saint-Jean-d'Architecture, quand tu as pensé à ça,
tu t'es dit, il faut que je manuel les services. Tu as recherché un auteur, tu as recherché un photographe, comment ça se passe? Alors en fait, c'est rarement ce cas-là. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte demande de la part des auteurs. Donc on a la chance, je pense que c'est un peu la même chose pour tous les éditeurs, d'être souvent contactés par les auteurs. Donc ce qui est le cas pour en fait tous les livres que j'ai apportés ici aujourd'hui, c'est le cas. Ce sont les auteurs qui nous contactent. Bon, après évidemment, il faut faire le choix. C'est un choix éditorial et quand la ligne éditoriale correspond à notre volonté, bon bien. Donc c'est un choix éditorial classique, comme dans n'importe quel autre secteur, où des auteurs viennent te proposer un projet et toi, c'est l'éditeur qui prend le risque de publier. Voilà, on prend le risque presque d'éditer le livre. Bon, après, j'ai d'autres projets. Maintenant, ça a été le cas, c'est paradoxal, on pourrait croire que c'est plutôt au début qu'on est force de proposition pour faire les livres. Moi, en fait, c'était l'inverse. C'est que là, les livres se sont enchaînés à l'issue du premier. Les auteurs sont venus me voir. Sauf que maintenant, bon, je prends toujours les livres. Évidemment, j'examine toujours les projets. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui commence à réfléchir et à proposer des sujets aux auteurs maintenant, avec qui je suis en lien, avec qui j'ai... Bon, parce qu'être éditeur, c'est aussi tisser un lien avec un auteur. Hein. Il y a une forte relation entre l'auteur et l'éditeur. Voilà, donc là, il se trouve que sur certains projets qui vont paraître, j'ai effectivement demandé des sujets à des auteurs. Mais bon, là, pour cela, ce n'était pas le cas. Jean-Marc, toi, comment s'est construit, ton catalogue? Est-ce que tu peux nous reprendre un peu comme l'a fait Vincent, puisque toi, ça fait quand même un peu plus longtemps que tu as créé. Oui, très légèrement, plus longtemps, effectivement. C'est beaucoup plus compliqué qu'au Pays Basque. Parce que l'ex-Limousin, mais je continue à le dire, parce que le Limousin conserve une identité forte, hein, même si l'identité politique s'est construite où j'avais à peine 7 ans, en 1972. Il n'empêche que depuis l'intégration dans la Nouvelle-Aquitaine, il est évident que ça a renforcé un sentiment de dépossession, quelque part. Et la maison d'édition, elle est née de la structuration de qu'est-ce qui faisait le corps et l'identité de ce Limousin. Alors c'est souvent les aspects politiques, les aspects sociaux aussi qui ont toujours été très forts, avec des valeurs de gauche qui ont été toujours très portées. Et puis c'est une région qui est très très politisée malgré l'apparence, mais qui a une grande discrétion. Alors à la différence effectivement peut-être d'autres de mes collègues, les sujets ne tombent pas tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas très souvent des propositions. C'est toi qui vas les chercher, quoi. Voilà, on a le reflet aussi désormais des nouvelles compétences universitaires qui montrent que le local et le régional n'est pas une priorité de la plupart des enseignants dans le supérieur. Ce qui fait que pour interroger cette région-là, c'est de par ma formation et provoquer en fait les sujets éditoriaux. C'est-à-dire que sur les 8 livres qu'on peut sortir dans l'année, il y en a 5 qui vont être nés 3 ou 4 ans auparavant parce que je me suis dit, il faut que je cherche l'auteur pour aller réaliser cet ouvrage-là. Là, pour donner un exemple très concret... Ça veut dire que là, la démarche est un petit peu différente, c'est-à-dire c'est toi qui va chercher, donc c'est toi qui repère un sujet, et ensuite tu vas chercher des gens qui sont et qui vont le construire. Les équipes de recherche, les équipes de chercheurs, parce que j'ai la même exigence que effectivement mon collègue. On a besoin aussi effectivement de pouvoir vulgariser finalement les connaissances au plus près du grand public. Ça a toujours été un peu notre ligne de force. Pour donner des exemples concrets, en 2021, on sort un ouvrage consacré au rapport entre les peintres impressionnistes de Normandie avec ceux du Limousin de la vallée de la Creuse. Je n'ai pas des spécialistes sous la main, mais ça y est, je les ai trouvés. On va le faire avec un conservateur du musée d'Orsay, on le fait avec un autre, et la proposition, elle sera à la fois une lecture patrimoniale, une connaissance de notre ex-région et de la Nouvelle-Aquitaine désormais, mais dans une dimension toujours nationale. C'est-à-dire l'ambition, c'est aussi de satisfaire un lectorat de proximité, mais de se dire que finalement, en allant acheter un de nos ouvrages, on découvre, au point de vue national, finalement, un aspect... Je ne ferai jamais le Mont-Saint-Michel, par exemple, dans mes collections, mais j'irai faire un château qui a la possibilité de connaître 1500, 2000 visiteurs dans l'année et qui me suffira. Voilà, je préfère des sujets de niche en règle générale. Des sujets de niche. Et après, on abordera les questions effectivement liées au tourisme par rapport à un nombre de tirages pour chaque ouvrage. Donc on était sur ces 5 titres par an. Toi, tu es sur... Autour de 8. Autour de 8, comme tu disais, entre 8 et 10.
Et là, on va passer sur, donc avec Romain qui a une structure, comme il a annoncé, c'est 300 ouvrages publiés à l'année. Alors, pas tous sur le patrimoine. Peut-être que vous pourriez faire un focus sur uniquement notre sujet du jour, à savoir sur le patrimoine, et nous expliquer aussi comment vous procédez. Je pense que il y a peut-être un assemblage de tout ça, puisque Vincent a cité son premier livre, donc c'était la réponse à un appel d'offres. Qui est une partie de l'édition. Ensuite, de l'édition, je vais dire plus traditionnelle, où on accepte de publier le projet d'un ou des auteurs. Ensuite, un troisième élément où, comme le disait Jean-Marc, c'est essentiellement l'éditeur qui a des idées et ensuite il va chercher des auteurs. Et je pense que vous avez un petit peu de tout ça, puisque vous avez un catalogue quand même très important. Il y a effectivement les deux, puisque sur les 300 titres que nous publions chaque année, je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'il y a plus de 90% de ces titres qui sont des titres de commande. On publie très peu de choses par la poste, finalement. On va publier de la fiction, qui peut nous arriver par la poste, des manuscrits. Ça peut être du polar, par exemple. Là, oui, on peut ouvrir notre ligne à de l'envoi postal. Mais comme le dit Jean-Marc, c'est vrai que nous sommes sur des commandes. Un ouvrage, par exemple, Les Villas de Biarritz, nous a pris 4 ans de travail, avec une campagne photographique. On a travaillé avec un auteur, qui est un spécialiste d'architecture, du patrimoine de Bordeaux 3. Et donc on travaille étroitement avec les universités de Poitiers, de La Rochelle, de Bordeaux, de Limoges. Le fait aussi d'enseigner à Limoges m'apporte beaucoup de liens avec le milieu universitaire. On a créé il y a 25 ans une collection qui s'appelle Pays d'Histoire, qui est une collection dirigée par Jacques Perret, qui est universitaire à Poitiers, et qui nous a apporté beaucoup de travaux, notamment je disais sociologie, d'ethnographie. Donc la Geste a toujours été attachée à publier des ouvrages dits érudits, dits scientifiques, dits durs, puisqu'il n'y a pas une diffusion extensible sur des ouvrages comme ça. On a publié une thèse sur les avocats du XVIIIe siècle en Gâtine. Vous voyez, c'est difficile de vendre quelque chose comme ça. Eh bien, aujourd'hui, cet auteur, qui est universitaire à la fac de Poitiers, M. Marc Cadet, nous a apporté un très très bel ouvrage. C'est-à-dire, on a travaillé sur l'ingénieur Claude Masse, qui a fait le relevé pour le roi au XVIIe siècle de l'ensemble du littoral charentais, girondin et basque. C'est un ouvrage qu'on a publié il y a 2 ans, du reste qu'on a mis dans le catalogue d'ailleurs. Un très très beau livre. Eh bien, ce livre nous est arrivé parce qu'il y a 20 ans, on a publié la thèse de ce monsieur. C'est un travail de très longue haleine, c'est un travail patient. Nous travaillons avec une trentaine de directeurs de collection qui travaillent sur les territoires, en Pays Basque, en Gironde, en Limousin, en Poitou, en Charente, en Bretagne. On travaille très largement au-delà des frontières de Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'être au plus proche de l'activité culturelle, humaine, de tout ce qui se passe dans les régions de France. Merci. Xavier, un petit mot sur la manière dont... Parce que bon, il faut rappeler aussi que le festin a 30 ans, un bel anniversaire. Comment ça s'est développé, où vous en êtes arrivé, le nombre de titres que vous publiez à l'année, puisqu'il est aussi important, et comment arrivent les projets. Oui, alors on publie une quarantaine de titres par an, toutes catégories confondues. Tout est parti de la revue, véritablement. C'est-à-dire qu'elle est née avec cette volonté de mettre à disposition du grand public des éléments sur les patrimoines à une époque où il n'y avait pas de publication de ce type-là. Et la revue aujourd'hui, en tant que telle, est quasiment un exemple unique à l'échelle d'une grande région comme celle-ci en France. Donc on a commencé aussi avec l'université, avec le service de l'inventaire également, duquel on reste très, très proche. En allant de la source au plus grand nombre. Et donc à partir de ça, on a développé autour de la revue, qui est tirée à 10 000 exemplaires par numéro, ce qui est déjà pas mal. Donc des hors-séries qui sont une façon un peu plus ludique, mais toujours avec les mêmes auteurs, toujours avec les mêmes photographes, donc avec le même souci de qualité, qui est celui de l'écriture, de l'image, mais aussi de la mise en page, de la diffusion, puisque comme la Geste, mais à un niveau moindre, nous dirigeons nous-mêmes notre propre commercialisation en librairie chez les marchands de journaux. Et puis après, il y a un programme éditorial qui s'est constitué aussi peu à peu
autour de collections. Il y a des collections littéraires. Et puis, bon, puisque c'est l'objet ici, il y a des collections plus liées sur le patrimoine, notamment les Guides du Festin, qui est une collection qui existait, qui s'appelait les Guides de l'Aquitaine et qu'on a transformée il y a quelques années à l'occasion de la grande région, et qui font toujours ce lien. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de... enfin, la chaîne éditoriale, elle va de la publication scientifique à la publication très grand public. Et nous, on se situe à un moment donné à peu près au milieu, je dirais. Voilà, mes camarades aussi. Et on est, je pense, tous des passeurs de patrimoine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, au regard sur 30 ans, le regard aussi et le public, le regard des lecteurs et le public ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. En 89, je crois que ça faisait 5 ans à peu près que les journées du patrimoine avaient été lancées par Jacques Lang. Aujourd'hui, elles ont le succès que l'on sait. Et ça a développé des intérêts nouveaux, des lieux ont ouvert, une économie a été suscitée. Il y a aussi des métiers qui ont changé. Je vois par exemple les guides touristiques qui sont beaucoup plus qu'il y a 30 ans, évidemment, intéressés sur le patrimoine, mais aussi parce qu'il y a une demande. Ou bien les journalistes. Voilà. Et tout ça, ça crée, je trouve, un flux extrêmement dynamique dans lequel on s'intègre parmi tant d'autres avec... voilà. Alors, et puis pour répondre ensuite sur ta question concernant les types de production par rapport aux auteurs, nous sommes aujourd'hui amenés quand même beaucoup à solliciter des auteurs, à monter des projets par rapport à un programme voilà, qu'on définit et des sujets qui nous semblent pertinents, même si bien évidemment notre porte reste ouverte à des sollicitations directes sur des opportunités qu'on saisira toujours en fonction, alors je dirais en fonction de ce qu'est le festin. C'est-à-dire on ne va pas aller sur des territoires ou sur des façons d'aborder le patrimoine qui ne ressemblent pas à ce qu'on fait habituellement. Voilà. On a déjà beaucoup de choses à faire. Merci. Alors moi, au quotidien, mon métier, je veux dire, c'est d'étudier des bilans et d'accompagner les libraires et les éditeurs à se développer. Alors j'allais dire sur des structures plus classiques, des gens qui publient de la fiction ou autre. On a par exemple, pour le nombre de tirages, on sait à peu près combien ces éditeurs vont produire. Tout simplement parce qu'on connaît à peu près le lectorat qui est en face. Alors vous, moi, c'est quelque chose qui m'est... enfin, c'est pas inconnu, mais je me pose vraiment la question de la manière, comment vous faites pour calculer les tirages initiaux pour sortir tel ou tel ouvrage. Alors je suis également passionné de tennis et de pelote basque et je vois Trinquer, qui est un magnifique livre. Vincent, comment tu fais, toi, pour te dire, je sors ce bouquin, je le sors à 500, 1000 ou 10 000 exemplaires parce que peut-être qu'il y a une diaspora basque en Argentine. Je ne sais pas, est-ce que tu touches aussi loin? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu évalues le besoin, le tirage initial de tes livres? Oui, c'est la question essentielle et de base que tout éditeur, j'imagine, se pose, puisqu'effectivement, quand on édite un livre, on prend un risque financier sur un objet qu'on fabrique, qui est disponible, mais dont on ne sait pas après s'il va être vendu. Donc il faut essayer de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Voilà, bon, mais après... Alors, nous, on est sur... Bon, pour ce livre, d'une manière générale, d'abord. D'une manière générale, nous, nos tirages, c'est au minimum 1000 à 1500. Les tirages initiaux. Et souvent, bon, on a eu le cas, la plupart de nos livres, ils sont retirés. Donc finalement, on arrive à entre 4000 et 6000 exemplaires pour chaque ouvrage pour l'instant. C'est à peu près sauf 3 ou 4 livres. Mais sur les 25 qu'on a édités, c'est à peu près ça qui s'est passé. Donc il y a eu des retirages. Alors après, comment on... voilà, je veux dire, quand on fait un livre de base, économiquement, éditer un livre à 500 exemplaires, sauf si le livre est financé, je veux dire, c'est perdu d'avance. C'est pas la peine de le faire. Ça veut dire qu'économiquement, 1000, 1500, c'est le minimum. Voilà. Donc après, je suis aussi sur un territoire de niche. Donc on a les avantages et les inconvénients de la niche. Les avantages, c'est que si l'ouvrage est bien fait, qui correspond quand même à une demande, on a de fortes chances, malgré tout, que le tirage initial
arrive au bout, ou à peu près au bout. Voilà, sur les trinquets, on sait combien il y a de clubs de pelote, on sait qu'il y a des aficionados au Pays Basque. Je veux dire, quand vous assistez à un match de pelote au Pays Basque, au Trinquet moderne à Bayonne, c'est 1500 personnes dans la salle, comme un match de tennis. Hein. Et puis c'est beau à voir aussi. Donc potentiellement, voilà. on peut se dire, retirer un pourcentage voilà, de ce nombre de personnes. On peut se dire que déjà, là, voilà. Après, on a l'inconvénient de la niche, c'est que quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne va pas vendre 20 000 exemplaires, 30 000, 40 000. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient. Maintenant, tu évoquais effectivement la diaspora. Alors justement, c'est intéressant parce que ça, c'est un marché que je n'ai pas eu l'occasion de développer, mais il y a une autre maison d'édition au Pays Basque qui le fait et qui a une emprise forte sur la diaspora basque en Amérique du Sud qui est très importante. Donc je sais que c'est une part importante de leur chiffre d'affaires. Ça fait partie des projets de développement qu'on aura, nous, aux éditions Kilika. Maintenant, le fait est, c'est que là, ici, pour cet ouvrage-là, on a eu des commandes des États-Unis et d'Angleterre, de libraires qui nous ont commandé 10 ouvrages plusieurs fois. Voilà, on a transposé la culture voilà, à l'étranger. Donc, bon, ça, ce n'était pas le calcul à la base. Ça s'est présenté comme ça parce qu'il y a, pour la petite histoire, le jeu de pommes, à l'origine français, a inspiré tous les jeux de balles et notamment le tennis. Donc, les anglo-saxons sont trop férus de tout ce qui est jeu de pommes et jeu de pelote. Voilà, donc ce qui veut dire que dans le modèle, comme toi, c'est une structure naissante, ça veut dire que si demain tu as des occasions de sortir d'autres bouquins qui traitent de ce sujet, tu vas penser à un développement à l'international. Non, à terme, je sais ce que je veux faire. C'est-à-dire que bon, je suis même déjà en contact avec une personne pour essayer de développer ça à l'export en Amérique du Sud. Voilà. Donc avec un agent littéraire. Non. Bon. Moi, alors, on essaie d'être resté très local à Kilika. C'est-à-dire que nos livres sont imprimés de l'autre côté, comme on dit chez nous, de l'autre côté au Pays Basque. Ça veut dire Pays Basque espagnol. Voilà, donc en fait on reste cohérent sur le territoire, c'est imprimé à moins de 100 km. Bon, c'est comme ça aujourd'hui, ça peut changer demain, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça et on essaie de s'y attacher. Et il se trouve que c'est la commerciale tout simplement de cette imprimerie espagnole avec qui je travaille, avec qui on a évoqué cette chose puisqu'elle est espagnole, donc voilà, la langue bien sûr, basque, elle parle basque et parle français, donc elle a les compétences pour ça et c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc voilà, c'est des petites choses. Moi c'est une petite structure, donc c'est pas une stratégie pensée sur des années. Voilà, je réagis, c'est vrai, beaucoup à l'instinct. Je sais qu'il faut faire ça. J'enclenche des petits mécanismes à droite et à gauche. Et ces mécanismes, il n'y a pas de raison qu'ils ne se développent pas et c'est ce qui risque de se passer. En tout cas, à terme, c'est ce que je veux faire parce que c'est un marché disponible qu'il faut absolument développer. Après, je précise, on parle beaucoup du Pays Basque, mais encore une fois, j'ai édité 4 livres sur les Landes, enfin le 4e sortira là au mois d'avril. J'ai un projet sur la Gironde. Voilà, l'idée, bien sûr, on est ancré sur le territoire. Le développement fait aussi que voilà. tu remontes... Oui. Voilà, et proprement parler... Sur la partie atlantique, là, Landes, Gironde. On va s'arrêter à la Gironde, mais pourquoi pas, mais on peut aller plus haut. Mais par exemple, proprement, le 2e livre que j'avais édité était un livre sur le patrimoine maritime basque. Et en fait, c'est l'écomusée de Marquès qui nous avait contactés pour éditer le livre sur Félix Arnaudin, qui marche très bien d'ailleurs. Voilà, mais proprement, ils l'ont fait parce qu'ils avaient vu ce livre sur le patrimoine. Donc voilà, oui, mais ça fait des connexions, c'est sûr. Très bien, merci. Romain, vous avez évoqué la Bretagne, donc vous êtes au-delà même largement de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous, c'est un développement qui s'est opéré déjà depuis très longtemps, parce que vous, pour rappeler, dans les Deux-Sèvres ? Sud de Sèvres. Ouais. Au sud de Sèvres. Donc le développement, il y a longtemps qu'il a été pensé. Oui, on a commencé en Poitou il y a 30 ans. Et puis on a, avec le temps, recruté des commerciaux pour aller plus loin, pour être autonome, pour être indépendant. Et donc nous avons travaillé surtout avec la chaîne du livre. On a respecté la chaîne du livre. C'est-à-dire que nous sommes allés voir des diffuseurs nationaux pour travailler avec nous. Nous avons, comme dit l'expression, marché sur 2 jambes. Nous voulions développer l'aspect local, très important, c'est notre foyer, et puis l'aspect national. On a créé des labels, il y a 7 labels qui sont créés aujourd'hui avec 2 diffuseurs nationaux, Albin Michel, comme je disais, et puis Interforum. Mais on est très attaché à notre propre diffusion, notre équipe de gestes qui va rencontrer les libraires tous les jours.
Alors j'aime bien dire ça, c'est très important. Dans le département où nous sommes situés, en Deux-Sèvres, donc c'est un territoire qui est avec un maillage très lâche, hein, des petites villes, des villes de 10-15 000 habitants, mis à part Niort, où vous pouvez trouver un libraire tous les 70 km. C'est-à-dire que vous avez un maillage extrêmement lâche. Notre travail, c'est d'aller voir les libraires indépendants, il y en a 3 en Deux-Sèvres, et d'aller voir les toutes petites supérettes de village. C'est notre travail. Il est difficile, il est complexe, parce qu'il faut travailler avec eux, avec une économie extrêmement fragile. J'aime bien parler de ce point de vente, parce qu'on se fout de moi, et j'aime bien dire ça. On va au SPAR d'Amaillou. Amaillou, 357 habitants. Eh bien, on est au SPAR d'Amaillou, et on met des livres ici. Donc ça, c'est notre travail. Il est complexe, je le disais, parce que c'est une toute petite économie. Et j'ai tendance, moi, à ne pas parler de tirage, mais de mise en place. Je vais au rebours un peu de ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire des mises en place à 200 exemplaires. Je trouve l'économie pour, j'ai des points morts pour, et notre meilleure vente, c'est 300 000 exemplaires. Aujourd'hui, mon travail, c'est de réussir à juguler 300 000, 200. Si je ne fais pas ça, je pense qu'il n'y a pas d'avenir. On doit réussir à parler des deux. Comme on dit, c'est un travail qui est fait à la dentelle, c'est-à-dire qui répond vraiment très précisément, c'est-à-dire que vous devez pas avoir beaucoup de ce qu'on appelle de retours, et c'est ce qui permet aussi d'avoir peut-être une économie saine. Oui, moi je suis très fier, par exemple, de publier Franck Bouys. Je suis très très heureux de le publier, de parler de sélection littéraire, d'être à Paris le lundi. Et je suis très heureux le mardi soir d'être à Arcet, un petit village du Marais Poitevin, et de faire un lancement sur une commune qui compte 3000 habitants. J'adore ça. J'adore ces deux mondes. C'est toute la richesse de notre métier d'éditeur régionaliste. Et on a souhaité marcher sur deux jambes pour arriver à ça, c'est-à-dire nous donner les armes d'une maison indépendante qui ne bénéficie pas d'aide sur ses éditions locales, mais qui travaille qu'avec le public. Notre financement, ce n'est que la vente de livres et pas autre chose. Et donc, on est dans le réel, dans l'hyper concret. Et quand on a souhaité... Alors, c'est marrant parce que le recrutement de notre représentant qui fait la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Pays Basque s'est fait presque concomitamment à la décision de la nouvelle région. Ça s'est fait à quelques semaines près. Ça s'est fait concomitamment, c'est dur à dire. Effectivement, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous, je veux dire en Gironde, alors moi je m'occupe essentiellement de l'ex-Aquitaine, entre guillemets, donc c'est là que j'ai vu apparaître plus précisément la geste. Oui, parce qu'on vient de publier un livre, un très bon livre de Jean-François Macaire, l'ancien président de la région Poitou-Charentes, qui fait un petit bilan comme ça après la création de la région Nouvelle-Aquitaine. Et quand on est à l'époque, on revient 2-3 ans avant, on se pose la question, et nous, sur un coup de dé, le Poitou-Charentes va avec le Pays de la Loire, puis va avec le Centre, puis avec le Limousin, puis finalement avec l'Aquitaine. Bon, on se trouve dans une grande région. Et le hasard a fait qu'on a recruté notre représentant pour aller sur les Landes et sur les Pyrénées-Atlantiques dans le même mois. Donc finalement, la frontière naturelle de la Nouvelle-Aquitaine s'est faite naturellement dans notre expansion. Ça nous semblait tout à fait logique que de descendre vers les Landes et vers les Pyrénées-Atlantiques parce qu'il y avait un fil naturel dans ce territoire. Donc c'est vrai, quand on dit la région elle est grande, elle n'a pas de cohérence, nous on y a trouvé une cohérence avant même que l'administratif ne le fixe. Donc aujourd'hui, on est néo-aquitain complètement assumé, c'est quelque chose qui nous porte même, et on a le souhait par contre d'aller au-delà. Alors là, on a vu deux systèmes de diffusion interne, mais dont le dernier avec la GEST, avec des commerciaux qui sont sur le terrain. Vincent, lui, sa structure est plus petite, donc il fait tout. Il fait du choix des livres, de la prise de risque, jusqu'à visiter les libraires et les maisons de presse de son territoire. Toi, Jean-Marc, je crois que c'est différent, puisque il me semble que tu as une diffusion externalisée, ou ça va avoir lieu dans une structure plutôt, j'allais dire, sur un territoire assez restreint, sur le Limousin, voire... On était en réflexion depuis 2 ans, effectivement, à changer notre modèle. Parce que moi, je viens du monde de l'enseignement. Hein. J'ai été enseignant pendant 25 ans. Et si j'ai choisi de faire ce métier, c'est pour avoir du plaisir au quotidien. Et je sentais que le monde du livre ne me convenait plus tel qu'il existait. Et j'ai un territoire que j'adore par-dessus tout, qui n'est pas forcément le plus connu, mais que je vous conseille de visiter un jour, que j'ai découvert il y a 20 ans dans le nord de l'Italie. La région du Piémont, de Turin, où ils ont inventé la slow food.
Désormais, nous, le langage qu'on tient vis-à-vis des libraires, vis-à-vis de nos points de vente et vis-à-vis des partenaires, c'est d'inventer le slow book. Le slow book, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est reprendre en main notre diffusion-distribution et d'être dans une logique économique. C'est-à-dire que je ne fais que 8 livres, mais je veux qu'ils soient faits à moins de 300 km de Limoges. Je veux que l'impact carbone soit le plus faible possible, parce qu'on se rendait compte que c'était une dynamique qui ne me convenait plus et qui désormais rencontre une partie du public. Donc on est dans une fabrication qui est toujours française depuis 12 ans. Je ne suis jamais allé imprimer à l'extérieur. Et là, je recentre justement. Et on commence à amorcer une déontologie qui va apparaître dans, je pense, quelques mois avec d'autres partenaires, d'autres petites maisons d'édition comme la mienne, où on va travailler désormais par des formes de mutualisation, puisqu'on a en fait une très forte demande en Nouvelle-Aquitaine de gens qui sont dans des tailles à peu près identiques aux nôtres. Et on est en train de créer 2 axes. Un axe de diffusion-distribution néo-aquitain avec un modèle économique slow. Et un deuxième principe, c'est le chaînon universitaire qui était très important, puisque je travaille beaucoup sur les questions sociales, avec beaucoup d'éditeurs sur les questions sociales, sur les questions également environnementales. Et on est en train de construire un axe qui a toujours été naturel pour le Limousin et le développement de Limoges, qui est celui du Berry, de Orléans et de Paris. Donc là, on est en train de créer une nouvelle chaîne de production, on va dire, d'ouvrages, qui seront des ouvrages scientifiques avec un certain nombre d'universités, 4 avec des nouvelles collections qui apparaîtront sur des problématiques très précises en 2021. Voilà, donc je reviens en fait au cœur, parce qu'on se disait qu'on ne voyait plus notre lectorat, on ne le comprenait plus, on s'épuisait à essayer de se dire on va aller faire des livres à Bordeaux pour essayer de placer des choses, mais pourquoi aller faire ce que mes camarades savent faire parfois mieux que moi, pourquoi aller m'enquiquiner, aller interroger un certain nombre de sujets qui sont déjà existants. Donc on est plutôt sur la reconcentration du lectorat qui est en train d'évoluer très vite. On le voit, les exigences sont désormais importantes et c'est un langage qu'on leur tient, c'est-à-dire le livre que vous achetez, vous l'avez acheté et on l'a fabriqué à moins de 300 km de là où vous le trouvez. Et c'est un argument maintenant qui devient extrêmement important. C'est un engagement citoyen et effectivement, c'est aussi dans... Voilà, et puis je me sens moins dans l'urgence, voilà, dans la pression. pression. C'est aussi dans l'air du temps. Moi, je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais sortir sur le Limousin l'année prochaine. Voilà. Et l'idée, c'est effectivement, à la différence peut-être d'autres, c'est de construire ça des partenariats avec les institutions. Parce qu'on a beaucoup aussi d'institutionnels, des villes qui sont demandeuses. Et moi, le partenariat, ça ne me gêne pas en tant qu'entreprise privée. J'ai une entreprise culturelle. Il ne faut pas oublier que quand on fait du livre, c'est d'abord de la culture. J'ai aucune honte. Il faut savoir que la notion de patrimoine qu'on est en train d'évoquer, depuis qu'elle existe dans les années 80, qui c'est qui partage le patrimoine? C'est uniquement l'État. C'est l'État qui a créé des conservateurs du patrimoine, des salons du patrimoine, le loto du patrimoine. Ben non, on est une structure indépendante, une SARL, qui fait de la culture. Et ça, c'est super, je peux vous le dire. Mais il faut batailler. Et, donc, et heureusement qu'on a des belles villes, des Limoges en particulier, avec qui on travaille depuis très très longtemps, et comme Brive qui ont su nous accueillir vers ce langage-là, parce que je pense qu'il est en train d'évoluer. Bon, on le voit bien, nos sociétés sont en train de changer, c'est un discours qui est à mon avis extrêmement important. Et je ne parle pas que de discours, c'est une réalité. Quand vous allez à Turin et que vous voyez comment est né, comment a été laminée l'édition éditoriale en Italie, au profit que de grands groupes, il est évident qu'il y a des choses à réinventer qui sont extraordinaires. Xavier, je reviens vers toi pour essayer d'équilibrer un peu le temps de parole parce que je vois que l'horloge tourne. Moi, je connais le festin depuis 24 ans, très précisément. Donc, j'ai vu toutes ces évolutions. On se voit mutuellement grandir. Et avec la fusion des régions, comment le festin envisage-t-il de se développer? Est-ce que vous allez couvrir l'ensemble des 12 départements ou pas? Est-ce qu'économiquement c'est jouable? Comment ça va? Est-ce que les habitants de Brive auront la chance de voir demain arriver le festin ou une autre formule qui serait pilotée par tes soins? Alors, à Brive, on trouve déjà le festin, notamment ce numéro sur les 30 ans où toute la Nouvelle-Aquitaine est représentée, puisqu'il y a, de façon un peu symbolique, 30 chefs-d'œuvre qui ont été repérés. Chefs-d'œuvre, c'est évidemment très subjectif. Alors pour nous, c'est évidemment un challenge assez impressionnant de passer d'une région de 5 départements à la plus grande région métropolitaine de France qui en compte 12. Alors on était déjà présent sur les Charentes,
parce que c'est vrai que le découpage administratif de l'Aquitaine d'autrefois était un découpage voilà, administratif, avec des territoires très fortement identifiés, caractérisés, qui n'ont pas forcément des choses à voir entre eux. Voilà, c'est parfois difficile de faire dialoguer les Basques et les Béarnais, hein, pour être à une échelle assez réduite. Mais en revanche, voilà, c'est vrai que les Charentes étaient exclues. Et moi, je trouve qu'il y a une très grande cohérence avec cette Nouvelle-Aquitaine. Alors, elle est assez historique parce qu'on va retrouver des limitations qui remontent au Grand-Duché d'Aliénor, grosso modo. Mais c'est vrai que Bordeaux était un centre attractif par la Garonne, par la Dordogne, avait des liens avec le Limousin, etc. Donc, il y a une cohérence déjà intellectuelle et culturelle qui nous motive. Et puis surtout, alors moi je l'avoue, hein, à part voilà, les départements que je viens de citer et l'ancienne Aquitaine, je connaissais très très mal le Limousin. Je le connais encore très mal. Et le Poitou, hein, voilà, j'étais vraiment un Aquitain pur souche. Donc il y a aussi une excitation quand même, parce que je crois que intellectuelle, parce que c'est la curiosité au fond qui nous pousse. Alors, on va aller vers la Nouvelle-Aquitaine, on y est déjà, on y sera plus fortement l'année prochaine avec une nouvelle formule de la revue qui va un peu rabattre les cartes. On va jouer un peu plus à fond le côté MOOC, qui correspond aussi à une partie de notre zone de vente, puisqu'on est très présent chez les marchands de journaux, les maisons de la presse. L'idée, ça va être de trouver une formule dynamique, mais en même temps, on ira à notre mesure, c'est-à-dire en fonction aussi des intérêts, des associations d'idées qui peuvent se faire à partir de ce que l'on sait déjà faire. Donc on ira progressivement, tout simplement parce que je pense que assez souvent, quand je rencontre des interlocuteurs qui ne sont pas de la région Aquitaine et qui me demandent est-ce qu'il existe d'autres revues de ce type-là en France. Alors, il y en a un ou deux. Il y a Midi-Pyrénées Magazine qui existe dans la région de l'Occitanie. 303 qui existe dans le Pays de la Loire existe toujours, mais un peu hors sol maintenant, a plus rapport au territoire aussi présent. Et je pense que ça correspond à une attente, à une demande. Voilà, d'avoir un rendez-vous régulier au quotidien qui n'est pas forcément axé, et pas du tout même sur l'actualité, mais qui fait un peu le point sur un état du patrimoine que l'on peut toujours apprécier et visiter aujourd'hui. Merci Xavier. J'ai envie de poser une question sur le tourisme. On a vu qu'il y avait donc des fortes concentrations de maisons d'édition sur le territoire basque, Gironde et après sur le Limousin. J'ai envie de vous poser la question de savoir si c'est aussi lié à la richesse patrimoniale de ces territoires, mais est-ce qu'aussi il y a peut-être un lien avec un tourisme qui serait peut-être plus présent qu'ailleurs et est-ce que ce tourisme-là et les achats que ça peut générer, est-ce que ça contribue aussi à faire vivre vos structures ou sans ce tourisme, est-ce que vous n'existeriez pas? Vincent, peut-être? N'existerait pas, non, peut-être pas. Mais c'est clair que oui, c'est un plus. Voilà, pour nous qui sommes une fois au Pays Basque, on a cette chance d'avoir cet afflux touristique très important. Et en plus, avec les Landes à côté, finalement aussi, hein, sur toute la côte landaise des plages, etc. Donc, toute cette zone-là très touristique. C'est évidemment que ça génère un certain nombre de ventes. Voilà, alors... Après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire des ouvrages nous, on fonctionne un peu à l'instinct. Donc, les ouvrages que l'on édite ne sont pas faits pour les touristes. On ne réfléchit pas comme ça. On fait des ouvrages, on édite des ouvrages liés au patrimoine parce qu'on aime ce patrimoine, parce qu'on veut le partager et le faire découvrir. Et il se trouve que c'est vrai, aujourd'hui, le tourisme évolue quand même et on se rend compte que dans les zones touristiques, ce que les gens viennent rechercher, c'est plus forcément 8 heures de plage chez nous, mais ils découvrent le pays. Et il se trouve que nos ouvrages correspondent parfaitement à ce type de découverte. Donc, oui, je pense que c'est évident c'est un plus, quoi. Voilà, c'est un plus, mais bon, je pense qu'on pourrait s'en passer. Mais... une question aussi sur... il y a beaucoup de publications qui sortent annuellement. Je ne sais plus, c'est aux alentours de 75 000 entre nouveautés et réimpression. J'ai envie de vous poser la question.
par rapport à ce que vous publiez, vous, est-ce que vos ouvrages sont des ouvrages, comme on dit, de fond en librairie? Est-ce que ce sont des ouvrages qui vont rester longtemps dans un commerce de librairie, puisqu'on voit qu'un ouvrage, la rotation est extrêmement rapide, on voit certaines choses, ça dure 1 mois, 2 mois, et hop, on change, puisqu'il y a des nouveautés qui arrivent et qu'on est un peu dans cette course effrénée genre, je vais employer le mot de surproduction, mais bon... certains ne l'emploieraient pas, mais je vais quand même le dire, de surproduction. Comment vous vous y retrouvez dedans, dans tout ça? Je ne sais pas, Romain ou Xavier. Oui, mais le plus vieux titre qu'on diffuse, il date de 79, Bestiaire Poitevin. Donc, et on est confronté effectivement à un marché de l'offre et non plus à un marché de la demande. Beaucoup de gens écrivent, moins de gens lisent, c'est embêtant. Donc on va essayer avec ça de travailler des titres de fond. On va mettre en place donc un éditorial renforcé pour essayer de travailler notamment sur les contenus, pour avoir des ouvrages qui puissent avoir 2, 3, 4 lectures approfondies, d'une part. Ça, c'est sur le travail éditorial, c'est mon travail de tous les jours. On va aussi travailler, nous, en diffusion de manière très particulière, comme je disais, sur un maillage très, très étroit et très en profondeur sur les niveaux de librairie. Et puis, on va développer un concept de dépôt qu'aucun diffuseur national ne pratique. Nous sommes l'un des rares à le faire, de manière institutionnalisée. C'est-à-dire que nous déposons les livres chez les libraires et nous ne facturons rien. C'est-à-dire que nous jouons la banque pour les libraires. C'est un système que tout le monde refuse puisque ça fait porter la responsabilité et tout le financement à l'éditeur. C'est un risque. L'avantage, c'est qu'on peut aller partout et on peut justement prendre le risque pour le libraire. C'est une façon pour nous, vous savez, on est, je disais, en sud de Sèvres. C'est un territoire particulier auquel je suis très attaché, pas seulement pour mes racines familiales, mais c'est aussi parce que c'est un mouvement, un état d'esprit. Nous sommes dans le territoire de l'économie sociale et solidaire. Le salon de l'économie sociale et solidaire est basé à Niort, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a tout un mouvement mutualiste très profond, très ancien, de la libre pensée, du protestantisme. Il y a tout un mouvement très ancien dans cette région qui fait que la notion de solidarité est extrêmement développée. Ça, on l'a intégré, nous, dans notre façon de faire. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on respecte la chaîne du livre, c'est qu'on veut absolument que le libraire joue cette partie-là. Donc c'est vrai que pour répondre à les questions sur la notion de fond, eh bien, oui, un livre peut avoir des fois 1 mois seulement de vie en table. Alors c'est extrêmement difficile parce qu'il est chassé par des nouveautés, 700 nouveaux livres à la rentrée littéraire, 600, 500 parfois. Il faut donc travailler les contenus, il faut travailler la durabilité du livre, c'est-à-dire faire en sorte d'un accompagnement de surdiffusion renforcé. On travaille énormément avec les journaux, que ce soit les journaux de Limousin ici, que ce soit les journaux en ex-Poitou-Charentes ou en ex-Aquitaine. On est très présent, on a un rapport de quotidien, de local. Vous voyez, un exemple tout bête, on a fondé les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine il y a quelques jours, là. Ce sont des ouvrages qui doivent durer 20 ou 30 ans. C'est impossible de s'inscrire dans une logique d'un livre qui existe 1 mois. C'est impossible. C'est un discours, un dialogue à entretenir avec le libraire. Il faut qu'il le comprenne. Ce n'est pas évident pour lui. Mais on doit travailler ça. Et puis, juste pour terminer là-dessus, vous savez, notre meilleure vente de romans noirs, c'est un roman qui se passe en Creuse. En Creuse, nous avons 32 points de vente. Eh bien, nous avons vendu 3000 livres. Donc, on peut arriver à ce type de performance. Là, je parle exprès de performance, parce que je parle que de chiffres, c'est pas très drôle, mais bon, on peut réussir à ça. On a trouvé 3000 lecteurs, parce qu'il y a une accroche territoriale, il y a un bon livre, il y a un bon travail de maillage sur le terrain, il y a un accompagnement. Donc, aujourd'hui, quand je parle à mes collègues chez Flammarion de rentrée littéraire et que je leur dis qu'on a vendu 3000 livres sur la Creuse, ils ne me croient pas, parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre sur la France entière. Ben, on peut le faire, mais il faut juste être très près du terrain. Oui, il a eu sûrement une très belle promotion de bouche à oreille, puisque le meilleur prescripteur, ça reste quand même aussi les lecteurs. On ne va pas tarder à arriver au terme de cette discussion. Je voudrais aborder un point. Alors, moi, je suis très attaché au papier, mais comme je représente aussi donc l'agence Alka et qu'on est en veille sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qui peut être révolutionnaire, novateur, je veux aborder quand même la question du numérique. On sait que ça ne représente pas une part des ventes très importante, mais quand bien même, il faut qu'on reste à l'écoute de tout ça.
le numérique, est-ce que vous y pensé? Est-ce que vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez des applications numériques à partir d'ouvrages qui pourraient être déployés? Ça peut nous donner aussi et nous inspirer, puisqu'effectivement on a sorti une jolie affiche de valorisation des éditeurs qui publient du patrimoine, et peut-être que nous aussi, institutions, on pourrait emboîter le pas ou impulser une nouvelle dynamique en vous consultant. Est-ce que vous avez déjà des pensées à ces enjeux de numérique, ou est-ce que pour vous, ça n'a pas grand intérêt? Concernant le numérique, bon, c'est vrai que je crois que c'est je vais pas dire, on peut dire la problématique, mais c'est le monde dans lequel on est, qui est aujourd'hui un monde numérique et qui pousse forcément à se poser la question à un moment donné du numérique. Donc, alors, il y a, on va dire, deux grands types d'ouvrages, je vais dire, sans rentrer dans les détails évidemment. Il y a les romans et puis il y a les beaux livres que nous avons tous ici présents. Les beaux livres qui sont des livres enrichis avec beaucoup de textes, avec beaucoup d'images, où la mise en page, l'iconographie est très importante. Techniquement, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de faire ça et de produire des livres animés, etc. Mais bon, le problème, c'est que la production de ce genre d'ouvrage est quand même... alors, il n'y a plus l'inconvénient du papier, entre guillemets, plutôt pas l'inconvénient, le coût du papier. Mais il y a des coûts de fabrication, de conception qui sont finalement plus importantes. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le modèle économique existe vraiment en termes économiques. Donc le modèle économique existe vraiment pour les beaux livres en matière du numérique. Par contre, il existe en matière de livres romans. Voilà, là, il y a un marché, il existe un marché très peu développé en France. Aux États-Unis, malgré tout, je crois que c'est de l'ordre de 30% les ventes de livres en numérique sur les romans. En France, je ne sais pas, ça doit être 5, 6, 7%, je pense. Ça reste très faible. Voilà. Donc voilà, mais bon, en l'occurrence, il faut bien sûr y réfléchir. Nous, là, donc, on a édité un premier roman il y a 2 ans. On va en sortir un nouveau, là, dans une semaine, un petit roman sur la sorcellerie, au Pays Basque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, et celui-ci, oui, bien sûr, on essaiera de le faire en numérique. Mais là, on n'est plus dans... Enfin, c'est quand même un roman, on va dire qu'on reste quand même sur le patrimoine, puisqu'il est ancré quand même au territoire. Oui. C'est un roman local. Donc certes, on n'est plus dans le beau livre, on est dans le roman, mais bon, voilà, c'est... Après, bon, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, peut-être qui... Mais je voulais la passer à Xavier, moi, parce que alors je vais reprendre ces mots, puisqu'il va y avoir... vous travaillez sur une nouvelle maquette sortie septembre 2020, tout à l'heure tu nous as dit. Est-ce qu'en parallèle de ça, vous avez réfléchi parce que ça c'est une nouvelle maquette, donc c'est un format papier, comme on dit. Est-ce qu'en parallèle de ça, vous réfléchissez à une complémentarité en numérique ou pas? Je vais rebondir et redonder. Je pense effectivement que par rapport aux publications qu'on fait, qui s'appuient beaucoup sur l'image et sur un apprentissage, voilà, sur le long temps, d'une part, donc il n'y a pas de rentabilité économique, ça c'est clair. Voilà. En tout cas, à ma connaissance, en France, je ne vois pas. Et ensuite, je crois que ce n'est pas non plus actuellement dans l'intérêt des lecteurs. Voilà, il y a le côté objet fonctionne encore. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'édition de niche. Bon, peut-être que l'avenir de l'édition est dans la niche, précisément, en tout cas nous, mais je crois qu'il y a un bel avenir de ce côté-là. Alors, si tu me permets, j'ajouterais juste quelque chose à propos du tourisme, parce que moi je n'opposerai pas patrimoine et tourisme, local et tourisme. D'une part parce que tourisme, c'est un terme qui est français, mais qui a été repris par l'anglais. Ça rappelle le grand tour que faisaient les jeunes anglais lettrés à partir de la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, en Méditerranée, au Moyen-Orient. Donc il y a un côté quand même acquisition des savoirs qui est très important. Et puis aujourd'hui, par rapport justement à l'engouement qu'il y a pour le tourisme, on s'aperçoit qu'au fond, il y a effectivement ceux qui vont voyager loin, un peu, voilà, mais il y a aussi ceux qui habitent ici. Et ceux qui habitent ici sont de plus en plus des touristes de leur propre commune, de leur propre département, de leur propre région. Tout simplement parce que le patrimoine est une notion voilà, qui est mouvante, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas absolument sacré, ce n'est pas figé dans le temps, ça évolue tout le temps et on a toujours une barrière à dépasser qui est celle de l'habitude. Et le fait de passer 10 fois, 100 fois dans la même rue fait qu'au fond, on ne la voit plus. Donc je crois que le travail que nous faisons tous ici, c'est d'inciter les habitants d'ici, en premier lieu, qui sont les touristes de leur propre lieu d'habitation, à mieux regarder leur quotidien. Et c'est comme ça aussi qu'à mon avis, on transforme les autres quotidiens.
Merci Xavier. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que dans le public, il y a peut-être une question ou deux? Oh, ben, s'il n'y en a pas, je vous invite à prendre une affiche. Normalement, on en a déposé sur chacun des sièges. Sinon, on en a ici. Et puis, vous pourrez retrouver tous ces éditeurs et leurs publications dans tout le réseau des libraires indépendants de France et de Nouvelle-Aquitaine. Merci. Au revoir. Merci à vous.